qui était sûrement pour un jeune garçon quelque chose qui est... Très fascinant aussi. Ouais, c'est ça, ça double tranchant. Jeu de mots. Oui. Humour militaire. Et c'est ça, il va recevoir ce matériel-là, puis il parle lui aussi de l'entraînement des stand guns et des brand guns. C'est des mots qui reviennent beaucoup chez les anciens combattants. Ça, c'est quoi? C'était des formes de mitraillettes anglaises. Mitraillette, t'avais la mitraillette à main. C'est parce que c'était pas tous les soldats qui avaient la mitraillette, hein. T'avais le 303 qui était l'arme standard, on pourrait dire. L'arme à coup, tu payes sur la gâchette, t'as un coup. Tu payes sur la gâchette, t'as un coup. Tout le temps rechargé. C'est ça. T'as comme un chargeur de 5 coups. Puis après ça, c'est fini. Mais justement, parce que la Deuxième Guerre mondiale, il y avait les mitraillettes portatives. Plus rapide aussi à décocher. Exactement. Puis t'avais les immenses mitraillettes anglaises qui étaient sur pied. Il y avait le fusil Brand Gun, qui lui était obligé d'être manipulé par 2 soldats, parce qu'il y avait un qui portait les munitions et l'autre était le manipulateur, l'opérateur de la mitraillette sur pied. C'est quelque chose qui pesait, on parle d'une 30aine de livres facile, là. C'est pas quelque chose qui se transporte facilement individuellement. C'est ça. Il y avait une équipe pour ça, puis c'était... Bizarrement, il y avait comme un sentiment de sécurité d'avoir peut-être l'arme avec le plus gros calibre. D'avoir quelqu'un avec soi aussi, justement, un peu comme à la parade, on a un compagnon à côté. Donc là, d'être 2, on devient une équipe et on se sent peut-être plus fort. Par contre, vous attirez beaucoup l'attention de l'ennemi. Oui, parce que c'est vous qui avez la plus grosse mitraillette. Et sûrement la plus grosse cible. Oui, c'est ça, parce que c'était chaque attaque... Le point de concentration de feu va être sur la grosse mitraillette, que ce soit du côté anglais ou du côté allemand. Mais nous en sommes pas encore au combat, nous sommes encore sur le terrain anglais et la manipulation. Et M. Coffin mentionne lui aussi les heures interminables d'entraînement avec l'ensemble du matériel militaire. Tout ça dans le but d'être assez en forme pour pouvoir aller combattre. Un autre qui a participé à la Deuxième Guerre et qui était stationné aussi en Angleterre, un homme de Gaspé, Sidney Wallace Sams, dit Sammy. Et lui, qui voulait joindre, bien sûr, l'aviation, ben lui, il a réussi, mais pas comme pilote. C'était un super mécano dans son témoignage, puis il va être affecté tout de suite au travail, parce que même si les Anglais avaient pas encore débarqué en Angleterre, la Royal Air Force, l'aviation anglaise, combattait jour après jour les attaques nazies sur l'Angleterre, que ce soit en bombardier ou en chasseur. Fait qu'il y avait des flottes d'avions, le Spitfire Supermarine, l'avion le plus magnifique de l'histoire de l'humanité. Et ça prenait beaucoup de gens au sol pour réparer ce matériel-là, parce qu'il y avait beaucoup d'usure, parce qu'on parle d'une utilisation qui était continue des avions. La limite, c'était pas l'avion, c'était plus les pilotes qu'il fallait qu'ils dorment. Oui, parce que tu peux pas. Si tu t'endors au volant de ton avion, tu sauves du travail aux Allemands. Et beaucoup de témoignages font dire que c'était pas le temps de tomber endormi. Ça fait que c'est ça. Sams va être un mécanicien. Puis lui, pour lui, la guerre, même s'il n'y aura pas le débarquement, ça va être un travail très tôt de mécanique et de réparation pour tout. Parce que comme on était en pénurie aussi, chaque pièce d'avion qu'il mentionne dans son témoignage, chaque pièce qui était réutilisable était réutilisée. On les usait à la corde. C'est ça, même sur les avions qui s'étaient écrasés. Quand vous aviez un avion qui s'écrasait, vous aviez une forme de cannibalisme dans lequel toutes les pièces qui sont encore bonnes vont être réutilisées tout de suite dans les garages, puis il va y avoir seulement et même, je crois bien que le métal va être réutilisé pour la fonte très rapidement. C'était une période où on gaspillait peu. Le prochain pan d'histoire qu'on va aborder a tous les éléments là, pour construire une très bonne intrigue digne d'un livre ou encore d'un film. On parle d'un auteur célèbre et de la famille royale britannique. On parle de l'opération Jubilé, beaucoup mieux connue sous le nom de débarquement de Dieppe ici en Gaspésie. Le débarquement de Dieppe, en quoi ça consiste et ça a été quoi en fait l'impact de nos Gaspésiens? C'est que ce débarquement-là est dû, pour la petite histoire, c'est un débarquement qui était dû aux pressions justement de Staline et de l'Union soviétique pour l'ouverture d'un front en Europe. En 42, c'est à cette période-là, le débarquement va avoir lieu en août 42, 19 août 42. La période avant, la majorité des combats sont faits sur le front de l'Est. C'est les Allemands contre les Soviétiques. Staline n'a que très peu de répit. L'ensemble des troupes nazies sont lancées. Fait qu'il demande de façon active à recevoir une ouverture, une attaque pour que les Allemands déplacent leurs troupes vers le front de l'Ouest et relâchent un peu de pression
Diviser pour mieux régner. Ben, c'est parce que actuellement, c'est ça. La situation n'est vraiment pas rose pour l'Union soviétique parce que l'été 42 va faire les Allemands après une déstabilisation de l'hiver 41. Là, ils lancent l'ensemble des troupes. C'est vraiment à ce moment-là où... On décide un peu de jouer quitte ou double, peut-être? Oui, mais c'est aussi à ce moment-là que si Moscou tombait, c'était la fin. Parce que là, les troupes, justement, toutes les troupes qui étaient à l'Est seraient revenues à l'Ouest et qui auraient empêché de façon presque définitive un débarquement des Alliés. Fait que les Alliés précipitent un peu un débarquement pour différentes raisons. Pour, justement, satisfaire Staline, mais aussi, pour la petite histoire, t'as parlé que c'était tellement un grand scénario, mais oui, parce qu'il y avait Ian Fleming. Oh, c'est l'auteur de James Bond, ça. Tout à fait. Qui, lui, travaille pour les services secrets anglais. Ces histoires qu'il va écrire sont... C'est comme ça qu'il s'est inspiré. Exactement. C'est magnifique. Puis, sous l'égide de Lord Mountbatten... Mountbatten, ça sonne famille royale, le prince Philippe. Exactement, c'était l'oncle du prince Philippe, qui, lui, était un militaire de carrière. Allemand ou... Ça, c'est une longue histoire. Oui, c'est ça. Un autre podcast. Un autre podcast. En fait... Louis Mountbatten avait changé de nom dernièrement, durant la Première Guerre mondiale, parce que son nom de famille, c'était von Battenberg. Ça sonnait trop allemand. Exactement. Et la famille anglaise, qui va devenir les Windsor, mais qui sont le grand-père de Élisabeth II, étaient des Saxe-Cobourg-Gotha, qui étaient aussi allemands. Donc, durant la Première Guerre mondiale, ils vont tous changer le nom de famille. Beaucoup plus simple, de toute façon, Windsor. Exactement. Et von Battenberg va devenir Louis Mountbatten, qui est, comme on l'a dit, l'oncle du prince Philippe. Et lui, qu'est-ce qu'il a fait? Il était à la tête, justement, de l'opération Jubilé. Cette opération qui sera malheureusement un fiasco. Ah oui, ça a pas fonctionné. C'est parce que rétroactivement, il y a un historien du nom de O'Keefe, qui est montréalais, qui a consacré une grande partie de sa vie, sa carrière professionnelle, à travailler sur les raisons profondes de ce débarquement-là. Et ça nous apporte à une autre chose. Est-ce que je t'ai déjà parlé de la machine Enigma? Tu m'en as jamais parlé, mais il me semble que ça me rappelle un film qui est sorti il y a quelques années, Imitation Game? Tout à fait. Pour la petite histoire, parce que justement, l'historien O'Keefe nous apporte avec Ian Fleming et que l'opération du débarquement de Dieppe n'aurait été qu'un couvert pour récupérer une nouvelle machine Enigma. La machine Enigma, je vous fais ça très très vite, inventée au début des années 20 par un banquier allemand. C'est un système d'encryptage. Encryptage, comme quand vous allez sur un site de votre banque ou votre caisse favorite, quand il vous dit c'est encrypté, pour pas que les gens vous volent vos données. Eh bien, c'était le principe de ça. Donc, envoyer des messages sans que personne puisse les décoder. Exactement. Donc, la machine existe, elle sert pour les banques, pour les transactions bancaires. Quand la guerre commence, l'état-major de l'Allemagne nazie voit tout de suite la force de ça et va établir dans l'aviation, la marine et l'armée de terre des machines Enigma. Les premiers modèles ont seulement 3 rouleaux. 3 clés d'encryptage. Je vous invite à aller voir ça sur Internet, Machine Enigma. Et là, j'imagine qu'on voulait la voler pour être capable de résoudre le code de décryptage? Non, c'est qu'il y avait sorti une nouvelle machine à 4 rouleaux. Oh. Et c'est ça qu'ils voulaient voler aux soldats allemands. Oui, parce qu'un 4e rouleau, ça rajoute quand même beaucoup de possibilités. Pour vous donner une petite idée, même avec votre ordinateur à la maison qui est extrêmement puissant, ça prendrait des années à décrypter les codes de la machine Enigma actuellement. Mais il y aura un génie qui s'appelle Alan Turing, dont il est question dans le film de Imitation Game. Donc, le débarquement de Dieppe serait une espèce de camouflage pour aller chercher cette machine-là? Exactement, pour avoir le dernier modèle de la machine Enigma, qui sera rapporté en Angleterre à Bletchley Park pour servir pour décoder toutes ces communications entre les Allemands. Donc, cet objectif-là a été atteint, mais j'imagine qu'on a eu d'autres obstacles ou d'autres péripéties pendant ce débarquement-là? Oui, parce que la nuit du 18 août, avant la mise en place du débarquement, les gens qui vont être affectés, comme les fusiliers de Mont-Royal et Ludger Hood de Petite-Vallée. Lui, il va recevoir justement très peu d'informations, ce qu'il nous décrit dans son livre, son récit de guerre, qui est très, très savoureux, si vous avez la chance de mettre la main dessus. Lui, on arrive le 18, on lui dit, il y a quelque chose qui se passe, on le mentionne même pas, c'est pas un débarquement, ils savent pas s'ils vont être en avion, ils savent pas si...
préparez-vous, il se passe quelque chose. Les fusiliers Mont-Royal sont séparés. Une partie sont envoyés avec des régiments de l'Alberta et des Anglais. Et ils vont être mis sur les bateaux, arrivent à Dieppe. Malheureusement, c'est un fiasco au niveau militaire. Les Allemands les repoussent tout de suite sur la berge. Là, aujourd'hui encore, c'est tellement un point d'interrogation comment une opération de cette envergure peut se faire sans support aérien, sans couvert naval. C'est l'énigme de la Deuxième Guerre mondiale. Pour ce qui est des Gaspésiens, peu de Gaspésiens vont participer. Il y a un Gaspésien qui, lui, participe au débarquement de Dieppe, qui s'appelle William Sainte-Croix, ou William de Sainte-Croix, qui était natif de Gaspé. Il avait à l'époque 22 ans. Et il était dans le Queen's Own Cameron Islander of Canada. J'ai trouvé à peu près aucun autre Gaspésien qui était dans les rangs de ce régiment, ce bataillon. Et je sais pas pourquoi j'ai pas trouvé il y a peu d'écrits sur lui. Mm-hmm. Il va avoir fait son entraînement comme les autres et il va être un des seuls Gaspésiens à y participer, mais surtout le seul Gaspésien à mourir. Il est enterré dans le cimetière de Seine-Maritime à Haut-sur-Mer. Si jamais vous passez dans le nord de la France, vous pouvez aller voir une quantité phénoménale de mémorial ou d'épitaphes de soldats gaspésiens, dont M. Sainte-Croix qui a laissé sa vie au débarquement. Donc c'est un fiasco. Les troupes qui ne sont pas été faits prisonniers vont être rapatriées tout de suite en Angleterre et quelques prisonniers qui, eux, non gaspésiens, mais des soldats quand même canadiens qui vont être faits prisonniers et qui vont passer pour eux, la guerre est finie, et qui vont être prisonniers en Allemagne, ce qui ne sera pas nécessairement une partie de plaisir. Le débarquement de Dieppe va tellement marquer l'histoire que le léger Corner au Nouveau-Brunswick, il y a beaucoup de gens aussi du Nouveau-Brunswick qui vont participer au débarquement de Dieppe, qui vont changer le nom de la ville. Ben oui, parce que je me disais, il me semble qu'au Nouveau-Brunswick, il y a une ville qui s'appelle Dieppe. Tout à fait, ça va être donné en honneur justement des soldats du Nouveau-Brunswick. Ils vont changer le nom de Léger Corner, Légère ou Léger Corner. Comme ça me prendrait quelqu'un du Nouveau-Brunswick pour. Et ils vont changer le nom et ça va devenir Dieppe au Nouveau-Brunswick, qui est très près de Moncton. 1942, c'est déjà une année noire pour les Alliés. Le débarquement de Dieppe, ça va pas très bien. On n'en sort pas nécessairement grand gagnant. Alors, la question qu'on peut se poser, comment en ressortent les Alliés? Est-ce qu'il y a quelque chose de positif qui ressort de ça? Malgré l'échec du débarquement de Dieppe, on voit les premières failles, on pourrait dire, dans l'édifice de la militaire nazie. Sur le front de l'Est, ils commencent à reculer. Stalingrad tient. Ils ne vont pas gagner. Ils ne vont pas prendre Stalingrad. Ils ne peuvent pas prendre Leningrad. Les troupes alliées vont commencer à réinvestir les pays autour de l'Égypte. Fait qu'il y a un vent, on sent le vent tourner, et là-dessus, on va laisser le mot de la fin à Winston Churchill, qui va nous dire, ce n'est pas la fin, ce n'est même pas le commencement de la fin, mais c'est peut-être la fin du commencement. Ah, this is not the end. It is not even the beginning of the end. But it is perhaps the end of the beginning. La guerre vue d'ici, la participation gaspésienne à la Deuxième Guerre mondiale est une production de Radio Gaspésie avec le soutien financier du Fonds canadien de la radio communautaire. À la recherche et à l'animation, Félix Fournier. À la réalisation et à l'animation, Émilie Gagné. Un merci particulier aux historiens et passionnés d'histoire, Fabien Sinette et Tom Eden. Merci aux familles, proches et descendants de ceux et celles qui ont participé à l'effort de guerre pour leur témoignage. Pour plus d'épisodes et d'informations, visitez le radiogaspésie.ca dans la section podcast.